Bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette nouvelle session d'AI Talk qui a cette fois-ci pour thématique propriété intellectuelle, données personnelles, concurrence, les multiples enjeux de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège de recevoir Alexandra Bensamoun. Bonjour Alexandra. Bonjour. Pour refaire rapidement votre bio, vous êtes professeur de droit à l'Université Paris-Saclay, spécialisé en IP-IT. Vous êtes experte pour l'UNESCO et pour différentes autorités, notamment personnalités qualifiées au CSPLA, donc qui est le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique au ministère de la Culture français. Et vous avez contribué du coup à de nombreux rapports sur le numérique et en particulier sur l'intelligence artificielle. Vous faites partie de la commission interministérielle de l'IA qui a remis son rapport IA, notre ambition pour la France, en mars 2024 au président de la République. Et vous êtes aujourd'hui chargé par la ministre de la Culture de deux missions sur la mise en œuvre du règlement européen sur l'IA dans les secteurs culturels. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Est-ce que tout est bien? On précisera, deux missions, il y en a une que je fais seule et une que je fais avec une collègue, mais on aura l'occasion d'en reparler justement. Super. Donc du coup, cette session sera animée par la présidente du Hub France IA et CEO d'Ariane Maerès, donc du coup Rim Teraoui. Bonjour Rim. Merci beaucoup de t'être libéré Bonjour. toi aussi pour cet AI Talk. Pour ma part, moi, je suis Mehdi Striti, je suis responsable des relations publiques et institutionnelles et je serai le modérateur de ce webinaire. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs le Hub Francia, nous sommes une association qui existe depuis 2017. On est l'association de référence sur les sujets d'intelligence artificielle en France, avec l'objectif d'accélération du développement et de l'adoption d'une IA responsable, éthique et souveraine par l'ensemble du tissu économique. Aujourd'hui, on est à peu près 250 membres. On va petit à petit vers les 300 et à peu près aussi vers les 100 partenaires. Donc, on est majoritairement représentants de start-up, PME, ETI, grands groupes et institutions. Et on a aussi velléité à accompagner la stratégie nationale du coup pour l'intelligence artificielle. Pour rappel, très brièvement, vous pouvez poser des questions dans le chat de ce webinaire. On essaiera de répondre à vos questions à la fin de la session si on en a le temps. Je vais vous laisser la parole du coup, chère Alexandra, chère Rim, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci Mehdi. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandra. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation de faire ce webinaire au bénéfice de nos membres. Alors, je vais un tout petit peu paraphraser Mehdi, mais juste pour recontextualiser. Donc, effectivement, après avoir participé au rapport de la commission de l'IA qui a été rendu en mars par le gouvernement, vous vous êtes vu confier par le ministère de la Culture une mission sur l'application d'une des dispositions un peu polémiques de l'AI Act, à savoir l'obligation pour les fabricants d'IA de fournir un résumé détaillé des données qui sont utilisées pour l'entraînement des modèles, qu'il s'agisse d'articles, de livres ou de photos. Et vous avez également été missionné, du coup, si j'ai bien compris, ainsi que l'économiste Joël Farchi, mais je vous laisserai préciser, pour rendre un avis sur les modèles d'affaires entre les fabricants d'IA et les propriétaires de contenu, donc les maisons de presse, les maisons d'édition, de musique et ainsi de suite, qui est un autre sujet délicat, notamment dans un contexte où on commence déjà à assister à la mise en place des premiers accords rémunérés. On a en particulier en tête l'accord qu'OpenAI, enfin les accords qu'OpenAI est en train de passer avec quelques géants de la presse comme le Financial Times, News Corp ou encore le journal Le Monde en France. Donc tous ces sujets sont intéressants au plus haut point pour nos membres, hein, qu'il s'agisse de fournisseurs ou de consommateurs de solutions d'IA. Et je voudrais commencer, si vous le voulez bien, avec l'objet de votre premier rapport et une question qui effectivement suscite beaucoup d'interrogations au sein de notre communauté, à savoir comment réconcilier les obligations d'apporter de la transparence sur les données d'entraînement, comme l'exige l'AI Act, et puis la nécessité quand même de préserver un peu le savoir-faire, qui d'ailleurs au passage est censé aussi être protégé par le secret des affaires. Et donc finalement, quel est le niveau de granularité cible pour pouvoir satisfaire à cela
tout en permettant bien sûr aux titulaires des droits d'auteur de les exercer. Eh bien, bonjour à tous. Merci Rim pour cette invitation et puis merci à tous pour votre présence. Euh, alors, en effet, la première mission qui m'a été confiée par la ministre de la Culture, qui a un grand intérêt pour le sujet, qui donc est active sur la scène de l'intelligence artificielle, cette première mission, c'est la mise en œuvre d'une disposition du règlement européen qui a été adoptée donc en juin dernier et qui est l'article 53, paragraphe 1 du règlement européen. Et précisément, c'est le point D de l'article 53.1 qui dispose que les fournisseurs d'IA doivent élaborer et mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l'entraînement du modèle. Alors, dit comme ça, on est dans l'oxymore. Comment un résumé peut-il être suffisamment détaillé? On se dit, oulala, il y a eu énormément de lobbying là-dessous. Et oui, il y a eu tellement de lobbying en fait sur cette disposition qu'on en arrive à une disposition qui est compliquée à comprendre et qui, pour être interprétée, doit l'être au vu des considérants. Les considérants qui sont au début du règlement des paragraphes explicatifs en fait des dispositions normatives, des articles donc qui suivent. Alors dans les considérants, on trouve un certain nombre d'informations qui nous permettent de comprendre un peu l'idée de ce résumé. D'abord, on nous explique que ce résumé, il est là pour aider les parties légitimes qui ont des intérêts légitimes à exercer leurs droits. D'accord? Donc, l'idée, c'est de rendre à un certain nombre de droits leur effectivité perdue. Donc, ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on doit, dans ce résumé, rendre à certains droits leur effectivité. Ça peut pas être une simple, comment dire, un simple document administratif sans portée normative. La portée, c'est bien de restaurer des parties légitimes dans leurs droits. Bon, quand on a dit ça, on comprend qu'il y a une fin et donc c'est important, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Dans d'autres considérants, on trouve des éléments supplémentaires. En particulier, on trouve la limite du respect du secret des affaires. Donc, vous voyez, on a d'abord une finalité, faire respecter des droits et donc une chaîne de valeur. Et puis, on a une limite, respecter aussi le secret des affaires des fournisseurs d'IA. Et c'est bien normal parce que ici, il y a une compétition et il n'est pas question de porter atteinte à la compétitivité d'un acteur en révélant des secrets. Encore un autre considérant nous explique peut-être comment il faut comprendre cette articulation entre le résumé suffisamment détaillé qui permet l'exercice des droits des titulaires de droits et à la fois qui ne révèle pas des secrets des affaires. On trouve à un autre endroit que ce résumé doit être complet en termes de contenu, mais ne doit pas révéler les informations techniques. Et c'est la raison pour laquelle il est incomplet en réalité. C'est pour ça qu'il est incomplet du point de vue des informations techniques, mais complet sur le contenu. Voilà, donc sur les sources, mais pas sur la technique, donc pas sur la tokenisation, les modes de filtrage, la vectorisation, sur tous ces éléments qui font l'avantage comparatif des acteurs de l'IA, eh bien, il n'y a pas à être transparent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Rim. Alors, mais c'est intéressant parce que je me projette, ayant moi-même le cas dans mon entreprise, concrètement, enfin, je dirais naïvement que autant le fait de pouvoir donner aux ayants droit la possibilité d'exercer leurs droits, ça me semble complètement légitime, autant en fait, je pense que il aurait peut-être été intéressant d'imaginer
comment dire, des mécanismes pour leur permettre d'exercer ce droit qui équilibre quelque part, enfin, apporte un équilibre entre le niveau de transparence attendu et ce qui va protéger le secret des affaires et peut-être passer par des tiers de confiance plutôt que d'avoir une transparence à tout va. Enfin, je ne sais pas, mais clairement, c'est tel que c'est décrit, en fait, on a l'impression que c'est un peu la quadrature du cercle et concrètement, opérationnellement, c'est pas très, très, très clair comment est-ce qu'on va s'y prendre pour résoudre cela, quoi. Alors, ça avait fait partie des propositions de faire appel à un tiers de confiance. Et malheureusement, les acteurs du numérique ont tellement lutté contre cette disposition que c'est finalement une disposition jusqu'au boutiste qui a été adoptée, qui est mise à la disposition du public du résumé. Parfois, à force de se battre, eh bien, on obtient des choses pas très satisfaisantes. Et c'est vrai que c'est toujours préférable d'être dans une solution qui est réalisable plutôt que... là, on est vraiment devant une solution, en effet, qui a été arrachée et ça se voit Oui, dans la rédaction, ça se voit dans le résultat. Maintenant, pour rassurer, on demande le contenu, les données donc qui ont été utilisées, ça relève pas du secret des affaires. À part s'il y a une convention, s'il y a un contrat, et là, on peut comprendre que ça peut relever du secret des affaires, et là, on n'a pas à donner, par exemple, le nom de ce contractant. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a HarperCollins qui a passé un contrat récemment, là, il y a quelques jours, avec un fournisseur d'IA, et il n'a pas révélé, et c'est dans l'accord lui-même, il n'a pas révélé le nom de son co-contractant. Donc, mm, on comprend très bien que à la fois le nom d'un co-contractant, le contenu d'un contrat, les données contractualisées, ça peut être un avantage. En revanche, quand on utilise le common crawl ou des bases d'entraînement à oui, disposition, bien sûr. on ne peut pas à la fois dire qu'on utilise tout et puis dire que c'est un secret des affaires. Non, ça, c'est d'accord. Soit on a contractualisé et donc on est très sélectif et là on comprend, en effet, il y a un avantage, mais cet avantage d'ailleurs on l'a payé en général, donc c'est normal que ça reste un avantage. En revanche, si on utilise des bases qui sont à disposition ou le common crawl, ici, il n'y a pas de, voilà, il ne peut pas y avoir de secret des affaires invoqué. Ou alors, c'est contradictoire. Non, je suis assez d'accord. Mais alors, du coup, ça m'amène à une question subsidiaire. C'est, on voit bien comment ça va marcher à peu près pour, on va dire, les nouveaux contrats, les nouveaux flux. Mais que fait-on de l'énorme stock qui est aujourd'hui préexistant, sachant que ça fait à peu près depuis 2020 qu'on a cette problématique, enfin, cette tendance de fond d'entraînement sur des très 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 larges bases de données et sur lesquelles, quelque part, on a assez peu de maîtrise finalement. Ah ben, on a assez peu de maîtrise et puis on n'est même pas sûr que toutes les bases sont encore, existent encore. Il y Oui. a eu quelques accidents révélés de destruction de bases d'entraînement, encore une il y a quelques jours. Donc oui, on a un sujet pour le passé, en tout cas depuis que la plupart des titulaires de droit ont exercé ce qu'on appelle l'opt-out, qu'ils ont demandé à ce que leur contenu ne soit pas fouillé pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle. Eh bien, le sujet, c'est que sans transparence, en fait, on ne peut pas savoir si la loi est respectée ou pas. La loi exige un accès licite aux œuvres pour pouvoir bénéficier de l'exception de text and data mining. La loi exige un accès licite aux œuvres et que les titulaires de droit n'aient pas exercé l'opt-out. On ne peut pas vérifier que la loi est respectée s'il n'y a pas de transparence. Donc, si vous voulez, le règlement européen, finalement, ne fait que rendre effectives des conditions qui avaient été déjà posées depuis 2019. Oui. Alors, C'est une marche, c'est un levier, quoi. C'est une marche à destination d'une autre disposition. oui, oui, tout à fait.
C'est une marche, mais on se pose beaucoup de questions sur la façon dont on va monter la marche. Alors sur ce point, justement, donc c'est le bureau de l'intelligence artificielle hein, qui sera chargé de fournir un template, un modèle, D'accord. donc à remplir par les fournisseurs de modèles. Ils devront remplir ce template. Et la ministre de la Culture française a souhaité que la France contribue à cette réflexion, et c'est la raison pour laquelle elle m'a confié cette mission voilà, il y a 6 mois. Et donc, c'est la raison pour laquelle je lui remets un rapport, comme je vous l'ai dit, dans quelques jours, sur ce sujet du template pour essayer de décoder et de présenter ce que pourrait être cette exigence de mise à la disposition d'un résumé suffisamment détaillé. Parfait. Alors, une autre question que l'on se pose assez souvent, c'est est-ce que néanmoins, il ne faudrait pas considérer la possibilité d'avoir un régime dérogatoire pour des catégories bien spécifiques, qui seraient par exemple la R&D d'une part et l'open source d'autre part. Sachant que quand on parle d'open source, il y a beaucoup de confusion et débat autour du terme. Donc peut-être pour préciser la question, je dirais quel modèle d'open source, on va dire vertueux, permettrait éventuellement de justifier un régime dérogatoire? Bah, vous savez, un modèle open source, c'est un modèle transparent. Donc, j'ai envie de vous dire, quand on est vraiment open source, ben, on trace tout ce qu'on a fait. Donc voilà, enfin, la réponse est dans la question. Ceux qui sont vraiment open source révèlent l'intégralité de leur démarche, y compris les données qui ont été utilisées. Alors ma question en fait, elle n'est pas tant sur la partie transparence, évidemment, vous avez parfaitement raison, mais plus sur l'exercice des droits des parties prenantes et D'accord. Alors, là, du coup, on serait plus vraiment en amont, mais plutôt en aval c'est sur ça. est-ce qu'il y aurait des modèles différents. Ça, c'est pas à nous de le dire. Ça, c'est le marché qui le dira. Hein, là, on a affaire à des acteurs privés des deux côtés. Des acteurs privés qui font du commerce des deux côtés des fournisseurs d'IA d'un côté qui ensuite pourront éventuellement, d'une manière ou d'une autre, et vous le savez, l'autorité de la concurrence s'intéresse hein, à ces sujets de marché connexe, voilà, de liens sur toute la chaîne de valeur. Et donc, c'est au marché de nous dire, vous savez, quand vous demandez une autorisation à un titulaire de droit, suivant l'usage que vous allez faire, c'est pas un tarif unique en réalité. Donc voilà, il y a toujours une adaptation en fonction de l'usage qui en est fait. Mais alors du coup, ça m'amène à la deuxième thématique, hein, qui est justement celle des modèles d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous partager les grandes orientations de vos préconisations en termes de modèles d'affaires entre les fabricants d'IA et les propriétaires de contenu? Est-ce qu'éventuellement les modèles de rémunération existants comme les droits voisins ont constitué une piste de réflexion? Est-ce qu'il faut réfléchir, comme vous venez de le dire, à des modèles économiques plutôt à la carte en fonction des types de contenus, mais aussi des types d'usages? Alors ici, on est au début hein, de la mission. Joël Farchi, qui est donc professeur en économie, est en train d'identifier où est la valeur, hein, à quel moment les données ont de la valeur et à quel moment cette valeur est plus ou moins importante en fonction des utilisations. Et moi, derrière et en parallèle en fait, euh, je regarde un peu comment sont organisés les secteurs dans le culturel et de quelle manière finalement on pourrait, parce que c'est ça l'objectif, de quelle manière on pourrait faciliter l'accès aux données pour les fournisseurs d'IA en respectant la chaîne de valeur, c'est-à-dire en rémunérant les données là où elles ont de la valeur. Voilà. Alors pour ça, on a différents modèles, que ce soit sur le droit d'auteur ou sur les droits voisins, hein, peu importe le fondement légal.
Il y a évidemment le premier modèle, c'est le marché non régulé, complètement contractualisé. Donc là, c'est la négociation de gré à gré. Vous passez une licence avec un titulaire de droit. Donc un titulaire de droit, un fournisseur d'IA, on envoie un certain nombre. Il y en a déjà maintenant, il y en a quelques-unes de licences qui ont été rendues, alors pas dans leurs conditions, parce qu'évidemment c'est secret, mais on sait qu'un certain nombre de licences ont déjà été passées. Et puis après, vous avez des niveaux de plus en plus forts vers une régulation, vers un encadrement régulatoire du marché par le législateur, souvent. Par exemple, le législateur parfois impose une gestion collective obligatoire ou une licence légale ou une exception rémunérée. Bref, il y a différents modèles ensuite de régulation de ce marché par l'action normative. La première marche étant, comme je vous l'ai dit, la négociation. Et c'est en cas de dysfonctionnement de cette première marche qu'il faudrait envisager que le législateur intervienne pour imposer des solutions. Alors, j'entends, mais est-ce que quand même dans cette espèce d'arbre de décision ou d'intervention du régulateur, il ne faut pas tenir compte du risque qui est un risque réel d'exclusion des petites startups de ce marché au profit de grands acteurs qui fatalement ont une puissance de frappe financière beaucoup plus importante et donc un pouvoir de négociation considérable? Alors, écoutez, ça, je l'entends tout le temps, mais j'ai pas un seul exemple d'une startup qui aurait été exclue de la négociation. Voilà. Moi, je veux bien, mais jamais. Et il n'est pas dans l'ADN des titulaires de droit de négocier sous exclusivité. Jamais. Un titulaire de droit, il a tout intérêt à multiplier les autorisations. C'est ça son ADN. Sinon, il s'en sort pas. Sinon, il n'est pas rémunéré. Donc, et le tarif, ou pas le tarif, mais le prix qu'il va appliquer est lié à l'usage, est lié à l'acteur aussi qu'il a en face, parce que l'usage est différent suivant l'acteur. Donc, on fait beaucoup de projections là-dessus. On dit, il y a un risque d'exclusion. Moi, j'ai aussi beaucoup peur que des gros acteurs imposent plutôt des conditions, puisque dans la négociation entre un titulaire et un gros acteur de l'IA, le titulaire de droit n'est pas en position de force. Donc, moi, j'ai bien peur qu'on leur impose des conditions, plutôt que eux-mêmes imposent des conditions trop élevées aux petits acteurs. En tout cas, si vous en avez des exemples, je suis très, très intéressée, évidemment, par ces exemples, parce que moi, j'en ai aucun, et pourtant, j'ai bien demandé à ce que ça me remonte, mais pour le Oui, moment, alors, non, mais le marché se construit. Le marché se construit, tout à c'est fait, tout absolument, neuf. c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'effectivement, il y a, Ouais, on a. Mais ce qu'on peut faire, c'est de faire une petite enquête auprès de nos membres pour savoir si on observe l'émergence de ce type de situation. Je bien sûr, suspecte que les startups sont encore dans une position de wait and see et que c'est pour c'est ça ça. que les problèmes ne se sont pas encore matérialisés. Exactement, parce qu'en fait, il n'y a pas eu de demande du tout. C'est ça. Il n'y a pas, Voilà. il y a encore aucune demande, mais en même temps, enfin, voilà, c'est émergent, enfin, on comprend. Et puis, on ne va pas demander du coup au législateur d'intervenir avant même que le marché existe, si vous voulez. Toujours, j'entends souvent, ah oui, mais alors vous faites du droit, mais vous êtes toujours en retard sur la technique. Et moi, j'ai envie de répondre, mais heureusement, parce qu'un législateur qui est en avance sur le besoin social, ça s'appelle un dictateur. Donc, attendons de voir si on trouve des solutions euh, souples pour que les petits acteurs puissent avoir accès à la donnée, parce que ça, c'est fondamental. Je veux dire, l'accès à la donnée, et surtout l'accès à la donnée aussi en langue française, c'est très important. C'est important aussi pour le rayonnement de la culture française. Et je crois qu'on en a tous conscience, y compris, on l'a vu avec la déclaration de Villers-Cotterêts. Donc, c'est vraiment fondamental. Mais je vous dis, pour le moment, il y a, on n'a pas identifié de dysfonctionnement du marché. Donc, si vos membres sont en capacité de me faire remonter des cas de dysfonctionnement, je suis très preneuse, en effet, puisque avec Joël Farchi, ça nous servira, bien sûr, et ce sera très important qu'on en ait connaissance.
Oui, non mais on va regarder ça de près. Je pense qu'on est un peu tôt dans le processus, mais à minima, il faut qu'on mette en place un observatoire et effectivement un feedback loop avec vous sur ces problématiques-là, parce que comme on a dit, je suspecte que les sujets vont se matérialiser un peu plus tard. Et Exactement. Je veux dire, quand le template va devenir obligatoire, voilà. là, on va commencer à discuter. Et ça, bah, voilà, on a encore un peu de temps avant que tout ça se mette en place. Alors, vous allez me dire, oui, mais en attendant, bah oui, en attendant, on n'arrive pas à faire grand-chose. Mais bon, et en même temps, on ne pouvait pas exiger des acteurs qu'ils se mettent en conformité avec le template immédiatement. Ça aurait été trop tôt. Donc, bon, c'est le temps, voilà, c'est le temps de l'adaptation, pas que de l'adaptation législative, c'est aussi le temps pour que les acteurs eux-mêmes puissent s'adapter à la règle. Oui, tout à fait. Le template, il est prévu, sa publication est prévue pour quand? Pour l'été 2025. Pour l'été 2025, ok. Donc du coup, effectivement, on va rester un peu en zone grise au moins jusqu'à ce moment-là, hein. C'est ça. En tout cas, bon, en zone grise, on sait très bien qu'on ne doit pas utiliser des contenus sous droit. Je veux dire, la zone, Oui. elle est pas grise, elle est flag, elle est red flag. Mais en revanche, est-ce qu'on respecte la législation ou pas? Ça m'appartient pas. Euh, il y avait cette idée de marketplace, enfin, de place de marché proposée par la commission de l'IA pour potentiellement justement apporter une sorte d'orchestration un peu harmonieuse des négociations. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Et si c'est le cas, quelle forme opérationnelle est-ce que cela prendrait concrètement? Alors, c'est pas une place de marché, ce serait une infrastructure technique d'intermédiation plutôt. C'est comme ça qu'on l'a formulé. Parce qu'une place de marché, ça voudrait dire que, je sais pas, chaque donnée a un prix, un tarif. Enfin, non. Je veux dire, ça n'existe pas. Enfin, il faut quand même se remettre en tête qu'on est face à des acteurs privés. Il n'y a aucune raison de les exproprier, hein, de leur propriété pour des intérêts qui sont pas des intérêts qui sont pas l'intérêt général, sont l'intérêt d'autres acteurs. Donc c'est pas vraiment au sens premier une place de marché, mais ce qui serait important justement pour les petits acteurs de l'IA, parce que les grands acteurs de l'IA n'ont pas tellement de problèmes, hein. S'ils veulent récupérer des corpus de données, ils arrivent à le faire. Mais en revanche, les petits acteurs de l'IA qui voudraient, je sais pas, fine-tuner ou raguer un grand modèle pour faire quelque chose d'un peu spécialisé et d'un peu, voilà, avec une forte valeur ajoutée, eux, ils pourraient avoir du mal à récupérer ces données. Et c'est pour ça qu'on a imaginé dans la commission de l'intelligence artificielle la mise en place d'une infrastructure technique de rencontre, hein, en réalité, mais sous réserve du respect des droits. C'est-à-dire qu'il faudrait que les titulaires de droits aient donné leur autorisation et qu'ensuite cette infrastructure soit en capacité de fournir les corpus. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'on l'a imaginé. Ça, ce serait vraiment bien. Et pour le coup, quand on dit on veut faire attention à ce que les petits acteurs européens se développent, bah, les petits acteurs européens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin qu'on leur facilite les démarches, qu'on leur facilite l'accès aux données, qu'on facilite les autorisations pour eux. Et donc ça, ce serait quelque chose d'intéressant. Ça dépendra de la volonté politique, hein. C'est toujours pareil parce que c'est des mesures qui s'accompagnent. Ça, c'est des mesures budgétaires aussi. Mais donc du coup, en fait, si je comprends bien, ça s'apparente presque plus effectivement à un data space à l'européenne qu'à une place de marché. Oui, enfin, c'est pas, enfin, pas forcément une data space, mais disons, il faudrait des acteurs ça existe déjà, hein, au niveau européen. Vous avez, hein, déjà au niveau européen, mais en France, on pourrait se demander, et il y a d'ailleurs des boîtes, hein, privées qui se montent, hein, là-dessus. Des boîtes qui passent des contrats avec des titulaires de droit et qui disent, nous, ensuite, on est en capacité de fournir des corpus. Donc ça pourrait être des boîtes privées, ça pourrait être des autorités publiques. Ça, c'est pas tranché, ce sont des questions très politiques qui sont pas du tout tranchées. Mais au niveau européen, vous avez déjà, hein, des plateformes comme ça. Très bien.
Alors, sur un registre complètement symétrique, l'autre question qu'on se pose beaucoup, c'est finalement, pour tous ces contenus générés avec l'IA, quel régime de propriété intellectuelle va être imaginé? Alors là, du coup, on n'est plus du tout en amont, on est à l'autre bout de la C'est chaîne, ça? complètement en aval. Ici, les choses commencent à se dessiner un petit peu. On a un peu de jurisprudence américaine. Alors, vous allez me dire, c'est les États-Unis, c'est pas du tout le même droit. C'est vrai, c'est pas du tout le même droit, mais en revanche, on est liés par la Convention de Berne, tous, qui est la Convention internationale sur le droit d'auteur, hein, qui date de la fin du 19e siècle. Et d'évidence, pour qu'il y ait des droits d'auteur, il faut qu'il y ait un auteur. Et un auteur, c'est une personne physique qui fait des choix créatifs, qui manifeste sa personnalité dans une création. Donc si la création, si la production est complètement générée par une machine, on ne peut pas imaginer qu'il y ait des droits d'auteur et donc qu'il y ait une qualification d'œuvre. Et c'est ce que nous dit la jurisprudence américaine. Il y a eu d'abord des rejets de protection par l'US Copyright Office qui sont passés en contentieux et il y a eu des confirmations par notamment cours de district. Donc, on voit bien que la jurisprudence est en train de se dessiner. En France, hein, c'est la même chose. Seul un auteur peut créer et un auteur, c'est une personne physique qui marque la création de l'empreinte de sa personnalité. C'est-à-dire qu'il fait des choix créatifs, des choix arbitraires, des choix qui le représentent, qui reflètent son fort intérieur. Ça signifie quoi? Bah, que la production générée, on va l'exclure, mais que la production assistée par IA, eh bien, elle pourra être protégée par le droit d'auteur. Et là, je crois que vraiment, c'est important de le dire parce que euh, on incite tout le monde aujourd'hui à s'emparer de l'IA. Ce serait quand même parfaitement injuste que les auteurs qui s'en emparent, on les exclut et on les disqualifie systématiquement. Hein. Il ne faudrait pas que ce soit ça la solution. Dès lors que vous touchez à l'IA, hop, vous n'êtes pas auteur, il n'y a pas d'œuvre. C'est pas vrai. Il faut juste qu'on arrive à réinterpréter un peu. C'est le critère d'entrée dans le droit d'auteur, le critère de qualification pour une œuvre, c'est le critère d'originalité. C'est ça l'empreinte de la personnalité de l'auteur, hein, ou l'expression de ses choix créatifs, c'est l'originalité. Eh bien, il faut qu'on apprenne à interpréter l'originalité un peu différemment lorsque l'auteur a utilisé l'IA comme un outil. Parce que l'utilisation d'un outil en droit d'auteur est indifférente à la qualification. Donc ça, il faut vraiment qu'on apprenne à le faire. Et donc, à partir du moment où il y aura une intervention humaine qu'on pourra qualifier au titre du droit d'auteur, il faut qu'on arrive à faire cet exercice de qualification et donc à protéger. Si c'est la machine qui prend le pas sur l'homme, alors il n'y aura pas de qualification d'œuvre et donc pas de droit d'auteur. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de protection indirecte. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de monopole de droit d'auteur, mais il y a d'autres mécanismes, parfois en droit, qui permettent voilà, d'empêcher la réutilisation d'un contenu qui n'est pas protégé par le droit d'auteur. Hein. Par exemple, la concurrence déloyale, les agissements parasitaires. Vous voyez, c'est pas unique. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Il y a aussi un autre élément sur les outputs, donc sur les sortants. Peut-être l'avez-vous vu dans le règlement sur l'intelligence artificielle, à l'article 50, il est exigé une transparence. C'est-à-dire une transparence en aval, c'est-à-dire que les contenus générés par IA doivent être marqués, sans doute watermarkés, hein, de manière indélébile, et il doit y avoir en plus une information du public. Et je ne sais pas si vous avez pris le métro il y a quelques semaines, il y avait des campagnes de pub où il y avait écrit tout en haut à droite, en petit, hein, c'est encore très petit, il y avait écrit images générées par IA. Deux marques l'ont fait déjà. Et comme quoi, c'est intéressant parce que vous voyez, le RIA n'est pas encore en implication, mais déjà,
les acteurs commencent à se conformer à ce qui est demandé dans ce règlement. Alors, c'est important d'abord pour préserver la singularité de la création humaine, parce que voilà, on a envie, nous, consommateurs, de savoir lorsqu'une image est générée par IA ou lorsqu'une image est humaine, enfin, est de provenance humaine. Donc, c'est vraiment l'idée de la provenance. Donc, c'est important pour le consommateur. Et puis, c'est surtout un défi fondamental, vous le savez, pour le sujet de la désinformation, des fake news aujourd'hui. Malheureusement, les technologies de marquage sont plus ou moins performantes, assez performantes sur l'image, sur la vidéo, sur le texte. C'est très compliqué. Voilà. Non, mais absolument. Et je rajouterai un troisième volet, en fait, pour lequel c'est extrêmement important d'avoir ce marquage. C'est pour la qualité des modèles futurs. Parce que si, quelque part, du contenu exclusivement généré par de l'IA devient soluble dans du contenu, entre guillemets, humain ou augmenté par l'humain, eh bien, au fur et à mesure qu'on entraîne finalement les modèles sur ces données-là, on tourne en rond, hein, de plus en plus. Donc, il y a un vrai risque d'appauvrissement, hein. Donc, c'est un peu plus métaphysique ce que je dis là, mais c'est quelque chose. Alors, il y a un vrai risque d'appauvrissement de la culture. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu le dernier état de la recherche, c'est que lorsque ensuite on réentraîne un modèle sur des données synthétiques, le modèle collapse, s'effondre. Le modèle s'effondre, c'est-à-dire qu'il hallucine de plus en plus. Donc, on a un vrai enjeu de conserver la donnée humaine. Et donc, c'est aussi pour ça que je dis, forcément, la donnée humaine, quand elle est de qualité, elle a de la valeur, forcément, puisqu'on vient de démontrer que le modèle s'effondre lorsqu'il est entraîné sur des données synthétiques. Donc oui, il y a vraiment un sujet de diversité aussi culturelle et puis même de préservation finalement du secteur de l'IA, puisque c'est ce que j'ai lu dans un article très intéressant récemment, cette idée de dégénérescence du modèle lorsqu'il est entraîné sur des données synthétiques. Oui, oui, non, mais voilà, moi j'avais participé il n'y a pas très longtemps au Cercle de la Terre sur la thématique IA générative ou régénérative. Effectivement, on aurait pu rajouter ou dégénérative à Ou la fin de la dégénérative. phrase. Tout à fait. Alors, je vais poser une dernière question d'actualité, si vous me le permettez, avant de prendre les questions de nos membres. Du coup, vous avez parlé de Trump des États-Unis. Est-ce que vous avez parlé de Trump? Vous avez parlé des États-Unis, pas de Trump. Non, Mais non, bon, non, j'ai pas. c'est ça, non, pardon, vous avez parlé des États-Unis et ça m'a fait penser à Trump. Donc, Ah, nous avons Trump maintenant, c'est de bon ton en ce moment de faire le lien. c'est ça. Et du coup, on s'attend assez réalistement à une lame de fond ou un tsunami, pas réglementaire, mais déréglementaire cette fois-ci. Euh, Quelle doit être la posture de l'Europe dans ce contexte, selon vous? Franchement, je ne suis pas sûre que quelqu'un soit assez informé pour pouvoir prédire ce que va faire le futur président des États-Unis. Je sais que beaucoup partent en conjecture. À mon avis, c'est impossible d'anticiper ce qui va se passer. Alors, le fait que son conseiller soit en effet Elon Musk peut nous faire penser qu'il pourrait y avoir une tendance à la dérégulation et à la fois, vous savez que l'objectif est de simplification administrative, je crois que ça s'appelle un peu comme ça. Donc, simplification administrative, ça veut dire aussi couper certains budgets, recherche, des choses comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est très compliqué de se projeter. Alors, que doit faire l'Europe? Bah, est-ce que l'Europe doit agir en fonction de ce que décident les États-Unis? Je ne suis pas persuadée. Moi, j'ai l'habitude de dire, alors vous me direz, je suis peut-être un petit peu optimiste. Et à la fois, je ne vois pas pourquoi je ne le serais pas. Euh, Est-ce que les acteurs américains vont vouloir se passer du marché européen de 27 États membres? C'est ça ma question. Parce que pour rentrer sur le marché européen, il faudra être conforme avec le RIA. Sinon, on ne rentrera pas sur le marché européen. Est-ce que aux États-Unis, on est capable
de se passer complètement du marché européen. Je ne le crois pas. Et il n'y a pas de possibilité de faire différents modèles, un modèle qui serait adapté au marché américain, un modèle qui serait adapté au marché européen. Ça coûte trop cher de faire un modèle. Donc, je ne le crois pas. Donc, voilà, on espère que grâce à cela et grâce à l'extraterritorialité du règlement européen, hein, parce que c'est ça, hein, on le rend applicable à des acteurs qui sont extra-européens grâce à cette idée de, quel que soit l'endroit où vous faites ce que vous faites, si vous voulez pénétrer le marché européen, vous devez être conforme. Bon, bah grâce à ça, peut-être qu'on arrivera à imposer une partie de nos règles. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait avec le RGPD qui, vous le savez, a essaimé un peu partout dans le monde. Oui, c'est tout à fait exact. Bon, à contrario, il y a quand même une petite tendance à la déréglementation indépendamment des États-Unis en ce moment en Europe. Donc, voilà, Mais c'est un peut-être petit que... moins évident. Il y a la Ouais, CSRD qui est en train d'être challengée, toutes les ouais, mais réglementations vous savez, environnementales. on a fait beaucoup de normes. Peut-être qu'il y a besoin de prendre un temps de réflexion pour les mettre en cohérence, en fait. Hein. Parce que ça pose des questions d'enforcement, cette multiplication des règles, de mise en œuvre et comment on fait pour mettre en œuvre les différents blocs. euh, en fait, quand on veut agir, aujourd'hui, il y a plein de fondements finalement pour agir, puisque ça dépend sous quel angle on regarde quelque chose. Alors, euh, c'était sans doute nécessaire hein, d'avoir des textes aussi importants que le Digital Services Act, le Digital Market Act, le Data Act, le Data Governance Act. C'est vrai que ce sont des textes qui sont vraiment importants, fondamentaux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un besoin qui est de se poser et de voir comment tout ça s'articule. On ne peut que souscrire à l'idée. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup Alexandra. Je propose de passer la main à l'audience. Est-ce qu'il y a des questions? Très Alors, je bien. vais prendre la main et effectivement, on a beaucoup de questions. Alors, je vois Julie Jantel qui nous dit bonjour à tous et merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire. Savons-nous sous quel délai le bureau de l'IA devra fournir ce modèle de résumé détaillé? Merci par avance. Alors, j'espère ne pas trahir de secret, parce qu'il devrait y avoir un premier draft en janvier. Un draft, voilà. Premier draft en janvier, deuxième sans doute au printemps et version définitive à l'été. C'est très clair. Alors, on a Françoise Soulier, du coup, notre conseillère scientifique, qui est là et qui nous pose une question, mais effectivement, qui rappelle que effectivement, le Hub France IA est membre du consortium Deploy AI et qu'on va déployer une plateforme européenne pour l'IA, donc AI On-Demand Platform, et que AI for Europe est le volet pour la recherche qui va être intégré dans AI On-Demand. Et n'hésitez pas, du coup, effectivement, à aller voir Pierre Monger sur le sujet. C'était le petit instant. Alors c'est peut-être lui qui, s'il souhaite participer à la mission officielle, pourra venir vers moi parce que si moi je dois aller voir les acteurs un par un, je peux vous dire que je suis à temps plein sur la mission, ce qui n'est pas le cas. C'est sûr, c'est sûr. Donc, avec plaisir pour tous ceux qui veulent, voilà, qui veulent apporter quelque chose par rapport à ce que je viens d'expliquer. On avait fait une réunion publique en début de mission où on avait annoncé très largement pour que tout le monde puisse se connecter et tout le monde puisse contribuer. On a même un questionnaire pour la mission rémunération. Donc, si vous souhaitez, RIM, que je vous adresse le questionnaire et que vous le reroutiez à vos membres, c'est avec plaisir. Si certains veulent faire des contributions, pour peu que ça reste dans le champ de la mission, hein,
voilà, je vais pas réécrire le RIA, c'est pas mon objet. Je vais pas réinventer la poudre. Enfin, voilà, je vais juste répondre à la demande qui est quels pourraient être les modèles de rémunération lorsque un fournisseur d'IA utilise des contenus qui sont protégés par des droits. Mais si vous le souhaitez, je vous renvoie la lettre de mission, le questionnaire qu'on a élaboré. Et puis, si certains ont des choses à dire pertinentes sur ce sujet, y compris le deploy AI, enfin, des solutions qui peuvent exister, je ne suis pas sûre que cette solution, ce soit des contenus protégés, autorisés par des titulaires de droit. Non, alors, enfin, premièrement, très volontiers, oui, on est tout à fait preneur là de revoir les questionnaires. Alors, je sais pas, je suis pas dans la tête de Françoise, mais je pense qu'elle devait penser plutôt effectivement à la partie infrastructure dont on parlait tout à l'heure pour C'est ça, oui, c'est ça. faciliter l'accès aux données. Voilà. Oui, Comme alors c'est une plateforme, effectivement. Nous, c'est pas tant une infrastructure qu'on cherche, on cherche un intermédiaire tiers de confiance Oui. qui sera en capacité de fournir une base d'entraînement, une base de connaissances à un acteur. Oui, alors, c'est pas exclusif l'un de l'autre, donc à voir. Bah, écoutez, on va y réfléchir avec Françoise et si effectivement ça peut faire du sens, on peut Avec se plaisir. rapprocher de vous. Oui, Est-ce avec que... plaisir. Je vous adresse de toute façon la lettre de mission et le questionnaire, comme ça vous aurez tout en main. Parfait. Et alors, du coup, on a Vivien aussi qui est là, qui nous dit bonjour, pourrait-on transposer ce système d'originalité sur les prompts? Bah, c'est tout ce que c'est le sujet que je vous disais, c'est-à-dire que c'est compliqué parce que est-ce que l'originalité d'un prompt, parce que c'est ça qu'on dit, est-ce que parce que le prompt lui-même peut être original, est-ce que ça déteint sur le sortant et que ça rend le sortant original? C'est une vraie question, c'est une question qui n'est pas tranchée. Voilà, donc je ne vais pas la trancher ici, je suis pas magistrate, je suis pas, et puis alors je suis pas juge de la Cour de justice de l'Union européenne parce que c'est une question qui sera tranchée au niveau européen, ça. Mais c'est ce type de question exactement qu'on va se poser. C'est quel degré d'intervention il faut, à quel endroit. Vous voyez, c'est comment on caractérise l'originalité. Alors, dans le chat, Julie dit que, en tout cas, si on regarde la jurisprudence US, apparemment, l'US Copyright Office indique que l'originalité du prompt n'entraîne pas nécessairement celle de l'output. Ben, c'est ça, parce que en fait, l'originalité du prompt peut rendre le prompt œuvre, comme œuvre littéraire, mais en quoi et comment faudrait-il que ça déteigne sur un autre objet, sur un sortant, vous voyez? Ça, c'est difficile de faire ce lien entre les deux. C'est voilà, je me prononce pas parce que je ne suis pas à la Cour de justice, mais c'est compliqué de faire ce lien. Alors, on a une autre question de Jean-Marc Mujica qui nous dit lorsqu'un auteur ayant droit à exercer son droit d'opt-out, est-ce qu'il produit des effets sur les contenus à venir, donc générés ou assistés, à partir de données précédemment entrées dans l'IA? Ou est-ce que cela ne porte que sur les fouilles de données à venir de cet auteur ayant droit? Jean-Marc, pardon, mais je ne comprends pas la question. Je pense que c'est elle est très complète. Elle est la question d'un avocat qui a une question très, très, très précise. Et donc, je crois que là, je ne la comprends pas. Ou alors, elle est suffisamment complexe pour qu'on ait du mal à donner une réponse très simple. Je n'ai pas compris. Excusez-moi. Hein. Moi, la façon dont je la comprends, c'est un peu la même question que vous avez posée sur le legacy, sauf que là, ça serait à partir du moment où l'auteur aurait exercé son droit d'opt-out. Est-ce que ce droit s'exerce sur les données ayant précédemment été utilisées, par exemple, par le fournisseur de la solution, ou est-ce que ce droit s'exerce on va dire, enfin, devient effectif à partir du moment où il a été exercé, donc du coup pour des données qui seraient sourcées après cette date. Voilà, c'est ce que je comprends. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est Est-ce ça, que c'est rétroactif, quoi, dit simplement. Oui, voilà. Si c'est ça, c'est la question à partir de quel moment. Alors, Oui. avant 2019, qui est la directive qui a mis en place l'exception de text and data mining, ben, il n'y avait rien.
Il n'y avait pas d'exception, donc ça veut dire que le monopole s'appliquait. Donc, si des contenus ont été utilisés sans autorisation, bah, ce sont des contrefaçons. Ensuite, il y a eu 2019. 2019, entrée en application de la directive 2021. D'accord? Et à partir de 2021, 2022, 2022, fin 2022, à partir de la sortie de ChatGPT, vous avez des titulaires de droit qui ont exercé l'opt-out. Donc, il faudrait savoir à quel moment a été utilisée la donnée pour savoir sous quelle emprise juridique elle est. Je ne sais pas si c'est ça votre question, Jean-Marc. Mais alors, utiliser dans le sens utiliser pour l'entraînement ou dans le sens c'est le modèle qui est utilisé? La donnée est utilisée pour l'entraînement. À Pour quel moment elle l'entraînement, a été oui. utilisée? Est-ce qu'elle a été utilisée alors que le droit applicable, c'était le monopole, parce qu'il n'y avait pas d'exception? Ou alors le droit applicable, c'était l'exception, mais avec ses conditions de l'exception, donc l'accès licite 1, 2, l'absence d'opt-out par le titulaire? Ou est-ce qu'elle a été utilisée alors que on sait très bien qu'un opt-out a été exercé? Vous voyez, C'est ça. il y a des moments, en fait, et pour ça, bah, il faut une transparence totale parce qu'on ne sait pas le dire. Il y a que celui qui le fait qui maîtrise ces éléments de réponse. Alors, nouvelle question, on a André Bursin qui nous dit des notions de plagiat d'une œuvre en reproduisant une voix ou une image sans avoir payé les droits. Donc, exemple, le cas de Scarlett Johansson qui avait attaqué une société productrice d'IA, qui avait limité sa voix pour se passer de ses droits et de son consentement pour utiliser ses données biométriques. Beaucoup d'acteurs de la voix sont confrontés à ce problème actuellement. Alors ici, on sort complètement du droit d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur et on change de fondement. On est sur des droits de la personnalité. Le droit à l'image et le droit à la voix sont des droits de la personnalité et on maîtrise donc quand même les éléments de notre personnalité et donc on peut s'opposer à ce que notre image ou notre voix soit utilisée pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle. Alors, dans le cas de Scarlett Johansson, c'était tout à fait particulier parce que elle avait été approchée, justement. On lui avait demandé si on pouvait le faire. Elle avait refusé. Et ensuite, bah, la voix qui est sortie, c'était quand même la sienne. Donc là, la preuve était très facile à faire. Mais au-delà de cet exemple de Scarlett Johansson, il y a des applis, enfin des solutions d'IA qui se développent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça pour chanter telle chanson par tel artiste. Voilà. Et là, on voit bien que forcément, la voix de l'artiste en question, bah, elle a dû servir à l'entraînement. Enfin, elle se trouve, il y a eu quelque chose pour qu'on puisse l'identifier. Voilà. Et donc ça, normalement, bah, c'est protégé. C'est protégé. Ce sont des règles de responsabilité civile. On trouve le siège, c'est le code civil ici qu'on irait chercher. C'est pas des droits qu'on partage partout dans le monde, les droits de la personnalité. Donc c'est un peu particulier. Il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen sur ce sujet. Et puis l'autre bloc qu'on peut aller chercher là-dessus, ça peut être le bloc des données à caractère personnel. Parce que la voix, comme l'image, peuvent être sont considérées comme des données à caractère personnel et même parfois comme des données sensibles. Ça peut être des données biométriques si c'est suffisamment précis. Donc, vous voyez, là, c'est d'autres blocs du droit qu'on va aller solliciter. Alors, André nous disait aussi, mais comment prouver qu'il s'agit d'une imitation? Mais bon, on a répondu, je pense, un peu à la question. Si vous avez d'autres questions, du coup, en commentaire, n'hésitez pas, il nous reste encore 5 minutes devant nous. Donc c'est encore tout à fait libre. Et du coup, on ne peut pas donner le micro aux intervenants là. Non, pas dans la version webinaire, désolé. Ok. Alors, il y a Geoffroy Sinègre qui nous dit mardi dernier à Washington, une alerte a été lancée par des membres du Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, le HAI, en sorte que l'université américaine n'aurait plus les moyens financiers de jouer un rôle de premier plan dans la recherche fondamentale en IA. C'est un article aussi que j'ai vu passer, qui est très intéressant. Et question, craignez-vous une forme de financiarisation
voire de privatisation de la recherche en IA par des géants privés américains au détriment d'une concurrence européenne libre, loyale et non faussée? Est-ce que je le crains? Oui. Oui, voilà. Enfin, c'est un vrai sujet. Euh, la difficulté, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on dit Trump va déréguler, peut-être, mais il va aussi, en effet, baisser les moyens de la recherche publique. Et qui est-ce qui prend le relais et qui, du coup, a des moyens considérables et bien plus considérables que ceux qu'on a en Europe? Ce sont, en fait, les géants du numérique, les géants qui existent déjà. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez lu cette interview de Benoît Cœuré fin septembre dans le journal Le Monde, justement sur Benoît Cœuré est le président de l'autorité de la concurrence française. Il explique bien ce sujet en fait, c'est la première fois qu'on est dans une situation où les grands acteurs du numérique, en fait, prennent le pas aussi sur le secteur de l'intelligence artificielle, de cette nouvelle technique, cette nouvelle technologie qu'est l'intelligence artificielle, et avec évidemment un temps d'avance, hein, et pas un petit temps d'avance. Voilà. Donc oui, je le crains, je crains une privatisation de la recherche en IA et à la fois, est-ce qu'on peut imaginer que la recherche soit intégralement financée par le secteur public? En tout cas, en Europe, c'est pas possible. En France, en ce moment, bah, alors là, j'ai envie de vous dire encore moins. En effet, on a besoin des acteurs privés pour cofinancer et parfois même pour financer hein, la recherche. La question, c'est ne pas oublier que ce sont des acteurs privés. Voilà. Vous vous souvenez peut-être que pendant la discussion sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle, je ne sais plus à quel moment, mais un des commissaires européens s'était un peu fâché en disant les intérêts des grands acteurs du numérique ne sont pas l'intérêt général. Donc, voilà, euh, faut juste bien cadrer les choses. Il est important que les acteurs privés participent à la recherche. Il est important aussi de se souvenir toujours que ce sont des acteurs privés. Et un acteur privé n'a pas euh, comme, comme objectif principal l'intérêt général. Et c'est bien normal. C'est pas ce qu'on lui demande. Enfin, c'est pas du tout une critique hein, que j'émets là. Au contraire, son objet social, ça n'est pas l'intérêt général. Donc voilà, il peut participer avec la personne publique à des projets d'intérêt général, mais il n'est pas le garant, il n'est pas celui qui imprime la direction de l'intérêt général. Donc oui, c'est un vrai sujet et c'est un sujet que je trouve très intéressant, qui est presque philosophique. Oui, voire presque existentiel quand même hein, pour Ouais. l'IA européenne. Voilà. Mm. Mais quand vous dites l'intérêt général, je pense que c'est aussi à mettre un peu en regard avec l'empreinte environnementale de ces solutions, qui du coup renforce encore plus l'intérêt de les orienter quand même vers des problématiques qui maximisent les impacts pour la société dans son ensemble, parce que en termes de trade-off, ça peut être relativement désastreux si ça n'est pas mis dans l'équation. Hein. Ouais. Une dernière question, après on va clôturer du coup cet AI Talk. Du coup de Sarah Pinson. Bonjour, je ne sais pas si ma question est hors sujet, mais est-ce que l'IA va être limitée dans le monde de l'illustration ou du cinéma d'animation, et si oui, comment? Je crois que, on va pas arrêter l'IA, et puis je crois pas qu'on doive arrêter l'IA d'ailleurs. Je veux dire, l'IA, c'est juste une technologie. Euh, Cette technologie, si nous, on ne l'utilise pas, les autres le feront. Donc, je ne crois pas qu'il faille interdire. Après, qu'il faille encadrer et accompagner, oui, sans aucun doute. Mais interdire l'utilisation, non, c'est pas, ça n'est pas d'actualité. Ou alors, ce sont des interdictions qui seraient contractuelles. Mais même contractuellement, comment vous interdisez le recours à l'IA?
Voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je sais qu'il y a de fortes inquiétudes dans certains secteurs, et notamment dans les secteurs de l'illustration, parce que le recours à l'IA fait peser un risque en termes d'emploi très important. Illustration, doublage, traduction, enfin, là, vraiment, le risque ça y est, il est contemporain. Hein, pour avoir lu désormais certains contrats qu'on propose aux traducteurs qui étaient avant des contrats d'auteur et qui sont plus du tout des contrats d'auteur, le risque, ça y est, il existe déjà. Ici, clairement, il va y avoir des politiques publiques à mettre en place. Malheureusement, on ne va pas pouvoir juste s'extraire. Hein, on ne va pas pouvoir interdire l'utilisation de l'IA comme ça dans un secteur. Non, les interdictions dans le règlement européen sont des interdictions parce qu'il y a une atteinte aux valeurs de l'Union européenne, donc à la dignité humaine, voilà, à la liberté, au processus démocratique. Vous avez ça dans le considérant 6, je crois, du règlement européen, qui rappelle l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Super. Eh ben, je crois qu'on est arrivé au terme de la séance. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Mehdi, pour animer les questions. Et merci à tous pour votre assistance assidue et puis vos questions interactives. Enfin, interactives, oui et non, qu'on ne peut pas donner le micro. Je pense que c'est peut-être quelque chose à essayer de changer, Mehdi, pour les prochaines fois, si c'est possible. Bon plaisir. Merci. N'hésitez pas. Merci pour votre accueil. Hein. Merci, Alexandra. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.